Jean, vous êtes président du syndicat des travailleurs des transports aériens du Cameroun, STTA. Où en est-on avec la Cameco aujourd'hui? Merci pour cette question, madame la journaliste. Cameco, tout le monde peut le voir, ne marche pas. Cameco est une entreprise qui est née, qui a été créée en 2006 pour prendre la place de la défunte Camerounais, qui elle-même est morte, on ne sait pas trop pourquoi. Il faut que vous sachiez que à ce jour, l'opération Épervier a arrêté et fait condamner environ 7 caciques de ce régime pour les actes, leurs déprédations sur la Camer. Et aujourd'hui, Cameco ne marche toujours pas. Elle a été créée en 2006. Elle a démarré en 2011. Aujourd'hui, la Cameco, après avoir tenté quelques aventures en Afrique et en Europe, en est réduite à la desserte nationale, qui n'est même pas assurée régulièrement. Donc, s'il faut répondre strictement au terme de votre question, Cameco ne marche pas. Sa dimension, qui est celle du potentiel mercantique du pays, autorise qu'elle puisse desservir les villes d'Afrique et d'Europe. Mais depuis, elle ne fait plus que le Cameroun. C'est-à-dire qu'elle est réduite à une portion congrue. La Cameco ne vit que des subventions de l'État, elle ne produit rien, même pour payer les salaires. Et c'est donc là l'image qui ne marche pas. Voilà ce que je peux vous en dire. Depuis 2011, il y a une saga de DG à la tête de la Cameco. Monsieur Ernest Dikoum, qui est là depuis août 2016, a été présenté par le ministre des Transports comme l'oiseau rare, le manager aguerri. Dans une interview dans le journal L'Info, vous l'avez qualifié de moineau. Vous mettez un accent sur M. Dikoum. C'est peut-être parce qu'il est actuellement le DG de Cameco au moment où nous parlons. Mais il faut savoir que le premier DG de la Cameco, il faut déjà savoir que le premier DG de la Cameco, c'était M. Mitterrand, qui était un pilote d'essai. Un pilote d'essai ne peut pas diriger une compagnie aérienne de niveau 1. Vous savez, dans l'aviation, nous avons plusieurs niveaux. Lorsqu'on appelle niveau 1, les vols que peut faire une compagnie comme la Camer, c'est des vols programmés. Puis à niveau 2, puis à la version générale, et ainsi de suite. Donc ici, à la Cameco, tandis qu'à la Camer, on avait désigné des DG qui étaient des commis d'État, qu'on avait vu à l'œuvre jusqu'au poste ministériel, DG ailleurs, des hauts fonctionnaires. Depuis, à la Camer, on a cherché des gens dont le passage, n'est-ce pas, contient transport aérien dans la dénomination. C'est ainsi que le premier DG, M. Mitterrand, était un pilote d'essai. Je vous assure que si vous savez ce que c'est qu'un pilote d'essai, il ne pouvait même pas être directeur d'exploitation à la Camer. Le deuxième, M. Van Elk, là aussi, M. Sibiminier, qui l'amène, était le ministre des Finances de l'époque, avait dit que c'était il avait dit que les Camerounais n'avaient que des diplômes, mais n'ont pas d'expérience. M. Sibiminier a amené un homme d'expérience appelé M. Alex Van Elk. M. Alex Van Elk ne pouvait même pas être chef de section à la Camer. Il avait été chassé d'Arrêt Air pour incompétence au Nigeria. Le deuxième, après M. Van Elk, c'était Mathis Boertien, qui était l'homme de tous les fonds contre la Camer. Le troisième, c'était M. Boutedimo, qui était un employé de la SEGNA. Ça n'en fait pas manager le transport aérien, il ne faut pas confondre. C'est parce qu'on a été, je ne sais pas moi, directeur de je ne sais pas quoi au port, qu'on peut être, je ne dis même pas DG du port, je dis directeur opérationnel d'une structure du port, qu'on peut être DG du Camship. Il ne faut pas confondre. Donc, M. Boutedimo n'a pas pu tenir, évidemment, logiquement. Après lui vient M. Nana Sadjo. Ici, vraiment, M. Nana Sadjo n'a aucun parcours. On a dit de lui que c'était un expert en pièces détachées d'avion. C'était une nouvelle spécialité dans le monde professionnel. Il n'a pas pu tenir non plus et il a laissé la compagnie là où elle est. M. Dikoum est arrivé. Ici encore, on a dit que c'est un oiseau rare. Il sort de Emirates. Il a fait ses preuves à Emirates.
Madame la journaliste, vous qui faites l'investigation, apportez au Camerounais le CV de M. Dikoum. Et je vais vous dire quelque chose. Mais sachez que M. Dikoum n'a jamais été un cadre du siège d'Emirates. C'est très important. Il a été ce qu'on appelle un country manager, c'est-à-dire un représentant. Il s'agit qu'en transport aérien de niveau 1, nous avons des représentations par catégorie. Il y a catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, ainsi de suite. M. Dikoum était représentant au Sénégal, qui est une petite représentation de Emirates. Ça n'en fait même pas l'équivalent d'un chef de service à la Camer, et même à Emirates. À côté de ça, M. Dikoum n'a jamais présenté les diplômes qu'il a écrits dans son CV. Depuis 8 mois qu'il est là, bientôt, ou 9 mois, M. Dikoum n'a présenté aucun plan. Sachez-le, le plan est la base sur laquelle, c'est les fondations sur lesquelles vous allez travailler. Quand vous n'avez pas de plan, on ne voit pas comment vous allez évoluer. Donc, il y a M. Dikoum n'a émis aucun plan depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là, il ne vit que des subventions de l'État. Il a ramené la Camerco à son niveau le plus petit. Comment peut-il travailler? Alors si M. Dikoum, j'ai dit dans une interview que c'était un moineau, c'était pour rester, n'est-ce pas, dans l'expression oiseau rare utilisée par le ministre. Et moi, à mon niveau, je dis que s'il faut dire que c'est un moineau, c'est un oiseau, alors M. Dikoum est un moineau. Et M. Dikoum n'est comme moineau. Il est le monsieur qui est la cause efficace et unique de l'état de déliquescence actuel de la Camerco. Et à ce sujet, M. Dikoum est le seul DG. Les autres ont même tenté quelques actions de gestion, quelques actes de gestion. M. Dikoum n'a posé aucun acte de gestion. Lui, il a fait un véritable braquage. M. Dikoum et le ministre qui le soutiennent, aujourd'hui à bout de bras, me rappelle M. Marafa Minouyaya à la Camer, quand il était SGPR, qui soutenait à bout de bras M. Michel Forceau. C'est-à-dire que M. Forceau était en train de tuer la Camer devant tout le Camerounais. M. Marafa usait de son influence de SGPR pour le laisser évoluer dans l'acte d'assassinat de la Camer. Et c'est ce que fait aujourd'hui M. ministre des Transports en faveur de M. Dikoum. Je les appelle Marafa bis et Forceau bis. Et M. Dikoum aura les foudres du syndicat en son temps. Plusieurs plans ont été adressés, dont le tout dernier business plan qui a été attribué à la grande firme américaine. Qu'en est-il? Alors, tandis qu'à la Camer, déjà il faut savoir que depuis les années 70, on ne fonctionne plus sans lui. Même avec les années 70, mais là où c'était devenu une règle incontournable, je crois que c'est dans les années 70, d'après les cours qu'on nous a donnés. Allez donc comprendre, il y avait des plans d'entreprise, des plans d'affaires, business plans, des plans de redressement, des plans de relance, etc., etc. Il y a plusieurs plans que l'on fait quand on a une entreprise. Il y a même des plans sectoriels. On peut estimer que la maintenance ne marche pas bien, on fait un plan pour la maintenance. Il y a des plans sectoriels. Il y a des plans pour la ressource humaine. Donc, M. Dikoum, par exemple, pour le citer, n'a fait aucun plan depuis 8 mois. Tous les plans, depuis la Camer, je peux vous montrer tous les plans qui ont été faits par les DG de la Camer. À la Camerco, le premier DG n'a fait aucun plan. M. Van Elk n'a fait aucun plan. M. Matige avait demandé environ 15 milliards de francs, on a dit qu'il n'y a pas, qu'il fasse le même business plan. Je peux vous montrer le business plan de M. Matige. Vous allez rire. C'est un scandale. Je l'avais monté sur les antennes d'une chaîne à la CRTV, pour montrer que votre business plan de M. Matige, c'était un scandale. C'était un faux plan monté de toutes pièces pour juste pomper de l'argent de l'État. Je l'ai dit à la télévision ce jour-là. C'était la CRTV. Après, il vient M. Boutedimo, et puis il faut savoir, de tous ces plans, ils ne font pas de révision des contrats. Ah, ici, c'est fondamental. Écoutez, vous avez un panier percé. Vous y mettez de l'eau, ça ne fait que sortir.
Vous faites un plan pour redresser l'entreprise, mais vous ne bouchez pas le trou du panier. Comment allez-vous faire marcher cette compagnie? Les contrats coûtent un argent terrible à la Cameco tous les mois. Et personne ne révise les contrats. Alors, on a dit que M. Mbouto a fait un plan de relance sans révision des contrats. Quel est le banquier qui va donner de l'argent à une entreprise qui en perd régulièrement et n'a fait aucun effort pour ne pas au moins en perdre? Au moins. Le plus étant d'en gagner. Mais comment allez-vous gagner quand vous n'avez pas fait un plan au moins de non-perte, dans la mesure où vous êtes essentiellement en perte? M. Nana Sanjo arrive, ici c'est sous la pression, lui non plus ne révise pas les contrats, il fait un business plan. Je ris parce que ce business plan comprend beaucoup d'étapes. Il y a d'abord, il faut le savoir, en 2009, nous écrivons à Boeing, constructeur, qui ne fait pas de business plan. Il nous répond, mais il peut accompagner ses clients à faire, n'est-ce pas, accompagner à implémenter un business plan. Il a un programme pour ça. Il start up Boeing. Ensuite, en 2015, une lettre adressée à une structure appelée Boeing Professional Services, M. Nana Sanjo. Cette compagnie, cette structure dont je ne sais pas d'où elle sort. D'abord, quand vous voyez même sa dénomination, vous avez Boeing Professional Services à gauche et Boeing Company à droite. On ne comprend pas comment ça fonctionne. C'est cette structure qui va dire comment il peut faire un business plan avec d'autres plans de maintenance qui va coûter dans les 789 000 $. Il fait le business plan. Puis en 2016, arrive un business plan fait par beaucoup de gens ont cru, de toute façon c'est ce qui a été dit, que c'était une structure appelée Boeing Consulting qui a fait le business plan. Je peux vous le montrer, je ne l'ai pas là. Ce business plan a été fait par The Boeing Company, qui est le constructeur d'avions Boeing. Le constructeur d'avions Boeing, comme tous les constructeurs d'avions, ne fait pas de business plan. Airbus n'en fait pas. ATR n'en fait pas. Et personne n'en fait. Bombardier n'en fait pas. C'est vous qui étudiez votre marché et qui dites quel type d'avion il vous faut et quelle configuration vous avez. Vous verrez souvent un avion, par exemple 767, dans telle compagnie à 200 sièges, dans telle autre à 150 sièges. Selon votre marché, vous configurez l'intérieur. Donc c'est à vous de faire votre business plan, selon le réseau que vous voulez faire. D'où vient qu'on écrive à Boeing, qu'on dise que Boeing a fait un business plan? J'ai dit, il y a un membre du gouvernement qui a dit que j'ai l'État validé ce business plan. J'ai dit, ce n'est pas possible, c'est faux. C'est un document de plus de 150 pages que ce ministre nous montre, le chef d'État a mis son visa. Et si vous vous en doutez, nous allons tous écrire à Boeing Company et vous verrez la réponse de Boeing. Ils n'ont pas fait de business plan. Je vous le dis, ce n'est pas vrai et Boeing n'en fait pas. D'abord, Boeing, sachez que Boeing ne peut aider logiquement. Boeing, comme Airbus, comme tous les constructeurs, comme Peugeot, comme Socada, ne peut aider que celui qui va acheter ses appareils, sa production. Je suis Socada, je vends des Peugeot. Vous voulez les Renault pour faire le transport Douala, Yaoundé. Vous venez me voir pour que je vous aide à exploiter les Renault. Hein? Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas pertinent. Donc, Boeing n'aide que ceux qui sont ses clientèles. Nous avons fait des stages chez Boeing en tant que compagnie utilisatrice d'avions Boeing. Alors, il faut qu'on arrête d'être les Camerounais que la firme Boeing Company a fait un business plan. Ce document est originellement faux et techniquement faux. Techniquement, je peux vous montrer comment se dirige un business plan, comment il s'articule. Si vous voyez ce business plan de Boeing, dès la première page, vous comprendrez qu'il n'a rien de business plan. Il est techniquement faux en son contenu. Voilà pourquoi donc j'ai tous ces plans et puis une preuve qui est une démonstration. Puisque les membres du gouvernement qui soutient M. Dikoum dit que M. Dikoum est l'oiseau rare et que le plan de Boeing est si bon.
Pourquoi ils ne l'ont pas implémenté? C'est simple. Qu'est-ce qui empêche? Quelle est votre question? Il y a quelques semaines, au cours d'une grande cérémonie à l'hôtel Hilton de Yaoundé, on célébrait de nouveaux avions, le Boeing 737. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est exactement? Ici encore, beaucoup de Camerounais ont cru que la Camerco s'était enrichie numériquement et aléatoirement, en fait, qualitativement, de nouveaux appareils. Il n'en est rien. La Camerco louait depuis 2011, depuis 2011 je crois, en tout cas, depuis quelques années, en tout cas pour 7 ans, n'est-ce pas, deux Boeing 737-700. C'était loué pour 7 ans. C'est cette option, ce n'était pas une option, c'est cette décision de location qui est passée en acquisition. Donc, la Camerco reste toujours avec ces 5 avions que l'on connaît depuis des années. Donc, sur le plan quantitatif, la Camerco ne s'est pas enrichie de nouveaux avions. Maintenant, si la Camerco a acquis de nouveaux avions, pourquoi, comme tous les avions, on n'est pas allé les accueillir à l'aéroport? On a toujours accueilli les avions à l'aéroport, depuis la nuit des temps. Quand un nouvel avion arrive, on l'accueille à l'aéroport. Lui-même, le ministre qui a fait cette cérémonie, a accueilli les MH60, les 2 avions chinois, à l'aéroport. Pourquoi a-t-il allé accueillir ceux-ci dans les hôtels? Et le monsieur, là-dedans, il y avait un monsieur qui se disait de Boeing. Pourquoi on n'a pas précisé dans quelle structure Boeing il travaillait? Donc il faut, ici, c'est juste pour dire, c'est assez bizarre parce que ce qui est fait est fait. On respecte les choix du gouvernement qui est propriétaire, qui est le propriétaire qui est l'État. Ce n'est pas le gouvernement qui est propriétaire, c'est l'État. Le gouvernement n'est que chargé de la gestion de l'État. L'État, c'est nous tous. Quand on achète 2 avions comme celui-là dans ces conditions, ça intéresse l'État, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi. Donc, il faut le savoir. Maintenant, pour ce qui est de la flotte, ces 2 avions qu'on a au moment de l'acquisition, il y en a un qui ne vole pas. Depuis des mois. L'autre était en train, s'il n'était pas déjà parti, il était allé en révision. Pourquoi faire tout ce bruit? Par ailleurs, pourquoi ne pas, si on veut enrichir la flotte, pourquoi ne pas réhabiliter le 167-300, le Diable, qui est cloué au sol depuis plus de 8 mois, qui est une propriété irréfragable du Cameroun. Cet avion nous appartient, acheté avec notre argent. Il ne vole pas les clous au sol depuis plusieurs mois. Il a fait l'objet de sabotage, je dis bien de sabotage, parce que les DG successifs de la Camerco ont voulu se lancer dans les locations d'avions qui rapportent plus qu'en utilisant des avions propriétés du Cameroun. À titre d'exemple, les 2 moteurs du 167-300 qui est cloué au sol sont des moteurs de location. Les 2 moteurs qui sont les propriétés du Cameroun dans ces avions sont évacués, un à Perpignan en France, l'autre à Addis Abeba. Aucun effort n'est fait pour les récupérer et les mettre sur le 167. Tous les mois, le Cameroun dépense environ une quarantaine de millions de francs pour payer la location de ces 2 moteurs du Tchad. 40 millions de francs fois 1 an, ça peut créer des emplois. Beaucoup d'emplois au Cameroun. Pourquoi? Posez-vous la question quand si le but de mon gouvernement est vraiment d'aider la compagnie. Au moment où je vous parle, ce qu'on appelle dans les avions le Flight Management Computer, FMC, c'est-à-dire les commandes de bord. C'est des outils qui viennent avec l'avion, qui meurent avec l'avion. Ne fonctionne pas parce que en 2015 ou 2016, on a oublié, entre guillemets, de fermer l'avion. Au moment où l'avion a mis beaucoup de temps au sol, le bruit était fait pour le réhabiliter. Et comme le DG ne voulait pas le réhabiliter, le DG de l'époque ne voulait pas le réhabiliter parce qu'il voulait aider les avions, un sabotage s'est fait dessus, l'eau est entrée dans les commandes. Bon, il a plu, on a oublié de fermer l'avion. Sachez qu'en temps de guerre, on n'oublie pas de fermer les fenêtres d'un avion.
Même quand il faut décoller la hâte, ça ne s'oublie pas. Mais en temps de paix au Cameroun, climat serein, on a oublié de fermer les fenêtres de l'avion. Il a plu, l'eau a dedans. Voilà pourquoi l'avion est saboté et au sol jusqu'aujourd'hui, avec des moteurs de location. Et on risque de perdre un avion qui a coûté près de 100 millions de francs à l'État du Cameroun. Donc, si l'on veut aider le Cameroun, il faut réhabiliter le jet, il faut le sauver. Non pas aller faire du bruit sur l'acquisition de 2737 qui était déjà dans la flotte et laisser comme qu'on a acheté 2 nouveaux avions. Par ailleurs, les 7 des MA60, il y en a un non plus qui ne vole pas. Donc, voilà ce que je peux vous dire de cette acquisition-là. Dans une intervention dans une chaîne de télévision de la place, vous avez fait état de certains tas de la Camer, dont a hérité la Cameco. Pouvez-vous en parler? Oui. Tout à l'heure, j'avais évoqué les contrats. Il faut savoir. La Camer a vécu, elle est créée en juin 1971. Elle va démarrer en novembre 1971. Camerco est créée en septembre 2006. Elle va démarrer en mars 2011. Ici déjà, il n'y a pas de tard. La Camer va vivre jusqu'en 2008. La Camer a sa fermeture en 2008, mai 2008, à 38 milliards de francs de dette, malgré tous les pillages qu'elle a connus. La Camerco a démarré en 2011. De 2011 à 2017 aujourd'hui, la Camerco a plus de 40 milliards de francs de dette. Camer en 38 ans avait 31-32 milliards. Camerco en 6 ans, 7 ans, elle est à plus de 40. Comment cela est-il possible? Cela est possible quand on voit la fin de la Camer. La Camer est bien gérée, sans subvention. Quand on dit bien gérée, c'est-à-dire sans subvention, en faisant face à ses charges. C'est une prouesse. Une compagnie aérienne africaine qui emploie dans les 1200-1300 employés, sans subvention de l'État, en acquérant ses avions, en formant le personnel. Et puis, pour l'un d'entre eux, je vais citer son nom, M. Etoundi, en faisant face à une loi mortelle, la loi introduite par le 23, je ne vais pas m'étaler là-dessus, réussit à M. Etoundi, je vous précise, c'est important, c'est à titre de référence. Mais comme ici, quand vous parlez sans citer le nom, on va dire que je cite son nom. À titre de référence. Parce que son cas particulier, c'est qu'il y a M. Sekareli qui a géré sa subvention aussi, très bien. Il y a beaucoup de M. Youssoufa, on se sont battus sans subvention. Mais M. Toundé a eu une loi qui le tuait, qui tuait la carrière. Et il a fait face à cette loi et a géré pendant 3 ans. À son départ, il va laisser 3 milliards et des poussières de francs dans les comptes de la Camer. Voilà ce que M. Toundé a fait. Donc, c'est ici que la Camer va commencer après son départ. Après son départ, il est remplacé par M. Yves-Michel Fourceau, qui, au motif de cette loi, la même loi, va se faire octroyer 80 milliards de francs de subvention. C'est-à-dire que dans le même contexte institutionnel, son pétition n'en aura pas eu. Alors, monsieur, maintenant, donc, ici commencent les faux contrats. L'État, c'est dans les faux contrats. C'est sur M. Fourceau que commencent les faux contrats. Il y en aura plusieurs. M. Fourceau est condamné pour avoir volé à la Camer 44 milliards de francs. J'ai l'acte de condamnation de M. Fourceau et Michel. Il était soutenu à bout de bras par M. Malfamille de Yaya, comme M. Dikoum est soutenu par M. le ministre des Transports. M. Malfamille de Yaya soutenu à bout de bras, menacé quiconque. Vous êtes dénoncé. L'anti-gestion, le mot est de moi, vous permettez, l'anti-gestion de M. Michel Fourceau. M. Dakayi Kamba remplace M. Fourceau. Lui aussi recevra environ 14 milliards de francs de subvention. Et il veut réviser les contrats. Il va être limogé par les membres du gouvernement qui étaient les soutiens de M. Michel Fourceau pour avoir voulu réviser les contrats. Suivez bien, c'est très important. Très rapidement,
il a un très court séjour, on transforme la gestion de la Camer en administration provisoire. Et le prétexte, c'est que le DG ne peut pas être administrateur provisoire. On fait donc partie d'Akaï. On appelle M. Ngamo comme administrateur provisoire. Il ne révise pas les contrats. Il recevra plus de 50 milliards de francs de subventions. C'est cette maladie des faux contrats qui va être contaminée à la Camerco. C'est ainsi que il y a plus de 150 faux contrats à la Camerco. Il y a plus de 150 contrats à la Camerco, dont plus de 70% sont faux. Le mot est de l'information est de tout le monde, d'ailleurs elle est connue, mais le détail de la précision est du ministre délégué au transport. Et l'homme qui, depuis le début de la Camerco, sensibilise et puis veut corriger cette faute des contrats. Le premier PCA de la Camerco, qui est le Premier ministre, Yann Philémon, qui soutient à bout de bras le premier DG et le deuxième, ne révise pas les contrats. Malgré tout le scandale que ça crée, malgré toutes les subventions qui sont générées par cette situation de contrats faux. Faux comment? C'est-à-dire que vous voyez entre Camerco, établissement et Yango, il est passé un contrat. Vous ne verrez jamais établissement et Yango, ça n'existe pas. Mais tous les mois, l'établissement et Yango est payé. Tous les mois, il y a un argent qui sort et qui est payé. Et les Camerco ne rapportent pas d'argent, mais ces établissements sont payés. Il y en a plusieurs contrats comme ça. Le deuxième PCA, avec qui je m'étais vanté d'avoir beaucoup d'entretien et beaucoup d'estime, bizarrement, il ne va pas les réviser non plus. Lui qui m'avait pourtant dit qu'il allait faire partir les faux diplômés, parce que quand même, il y a beaucoup de faux diplômés. C'est lui, le deuxième PCA de Sakamou Foumou, qui me le dit. Il y a plus de 100 faux diplômés là-bas, ce qui est vrai. Une commission a été mise sur pied qui a ressorti plus de 100 faux diplômés qu'il fallait faire partir, qui plombaient la gestion de la compagnie. Ces faux diplômés et ces faux contrats, on a vu qu'ils étaient liés. Toucher aux faux diplômés, c'était toucher aux faux contrats. Résultat, ce deuxième PCA et tous les deux DG qu'il a dirigés n'ont pas révisé les contrats et n'ont pas touché les faux diplômés. Le troisième PCA est le ministre délégué au transport, M. Mifiro, qui donc maintenant se bat pour mettre fin à ce désordre, résoudre le problème des faux contrats et des faux diplômés, mettre la compagnie sur pied, créer un vrai réseau. Il est combattu par de puissants lobbies. Le DG actuel, M. Dikoum, bafoue son autorité avec l'appui des membres des caciques de ce régime. C'est donc lui qui est carrément limogé, inattendument, il y a environ un mois. Il remplace par un autre PCA. Donc, voilà l'état. Je crois que c'était la question, c'est quels sont les tares. Voilà l'état dont a hérité la Camerco et qui ne peuvent pas lui permettre son envol. Donc il y a des, comme l'appelait quelqu'un sur ce plateau de télévision, il y a une syphilis. Il y a une syphilis dont souffre la Camerco qui ne peut pas permettre son envol. On ne peut pas comprendre comment dans un pays normal, une entreprise qui peut pourtant s'en sortir ne s'en sort pas et ne peut pas résoudre ses problèmes. Donc voilà, j'ai répondu à votre question sur l'état. À votre avis, le Cameroun est-il capable d'avoir une compagnie aérienne? Bon, ici, je dirais que historiquement, oui. C'est historiquement, c'est également mercatiquement. Historiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, comment il y a une compagnie aérienne qui a marché. Sachez qu'une compagnie aérienne de niveau 1, c'est grosses charges. Vous avez le carburant, pratiquement 70-80%. Vous avez l'acquisition des avions, l'amortissement, c'est très très lourd. Vous avez la formation, parce qu'elle est très lourde du personnel, les autres charges, charges de maintenance, et ainsi de suite. Alors quand vous avez de telles charges de compagnie aérienne,
une compagnie africaine qui a pu acquérir ces avions, payer le carburant au tarif de sa concurrence dans son propre pays, faire face à ses charges. Vous allez voir transport aérien peut-être 100 milliards de francs de chiffre d'affaires. 130 milliards, c'est beaucoup d'argent. Comme je viens de vous le dire, les charges sont telles que les marges sont très faibles, très ténues. Si vous volez 50 millions de francs, la compagnie aérienne, dans une gestion orthodoxe, vous déséquilibrez le tout. Elle peut fermer. Elle peut fermer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ancrer de toutes pièces le déficit pour pouvoir voler de l'argent? Donc, historiquement, le Cameroun a eu une compagnie, et quand je dis mercatiquement, ça signifie le marché. Est-ce que le marché du Cameroun lui permet de prétendre? Et ici, vous n'avez qu'à voir le nombre de compagnies aériennes qui viennent et désirent venir au Cameroun. Sachez que Air France vient 11 fois par semaine. Ethiopian Airlines viennent 7 fois par semaine. C'est un cas unique au monde. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Il n'y a qu'au Cameroun que vous verrez que la compagnie nationale ne va pas chez quelqu'un, mais ce quelqu'un-là lui peut venir comme il veut, sans contrepartie. C'est le seul pays au monde, le Cameroun, qui bafoue au détriment de sa propre compagnie, dans son propre détriment, les 6 principes qui régissent le transport aérien, à savoir souveraineté, égalité, réciprocité, dualité, réglementation, autorisation. C'est le seul pays au monde où vous voyez des compagnies qui viennent sans contrepartie pour le pays. Alors que de tout temps, même avant Jésus-Christ, je voyais le roi, l'un des Césars de l'époque, avant Jésus-Christ, qui disait comment les Perses, avec leur joli tapis, venaient prendre l'argent à Rome et l'amenaient chez eux. Il fallait mettre fin à ça. Je vois encore le mot de Madame Christine Lagarde, qui est aujourd'hui FMI, je crois, et qui était ministre de l'économie en France, et qui disait « Il n'est pas normal qu'une activité qui a lieu chez nous génère des richesses ailleurs. » Dans tous les pays du monde aujourd'hui, on n'en est même plus. On a dépassé le niveau de réciprocité et égalité qui est déjà devenu, qui est censé être un réflexe. On en est aujourd'hui à ce qu'on appelle le commerce équitable. On a traversé la réciprocité qui est de rigueur, on ne discute même plus de ça. C'est dans la nature des choses. Aujourd'hui, on est au niveau où si j'achète les voitures qui viennent de chez toi, tu achètes le café qui est produit chez moi. Sinon, je vais chercher notre producteur. Je vais chercher un autre constructeur de voitures qui va utiliser mon café. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous en sommes encore à ne pas utiliser les armes qui sont déjà devenues des réflexes ailleurs. C'est le seul pays au monde où vous verrez une compagnie nationale qui meurt alors que ses richesses sont pillées par des concurrents. Donc ces concurrents prennent l'argent du Cameroun, vont former leurs citoyens, vont acquérir d'autres outils, pendant que nos citoyens à nous sont au chômage, ne sont pas formés. Si ça continue comme ça, d'ici très peu de temps, on va faire venir les étrangers pour relancer celui qui voudrait le faire un jour, la compagnie aérienne nationale. Alors que ces étrangers qui vont venir travailler au Cameroun auront été formés avec l'argent du Cameroun. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait que, ce qui fait que, je vous donne un exemple de Cameco, quand M. Yann Philémon est PCA, qui était un scandale. Si nous avions eu des hommes politiques dignes de ce statut, sachez, quand M. Yann Philémon est PCA de Cameco, nous écrivons, les pilotes écrivent pour dénoncer que Cameco démarre avec des avions Boeing. Le Cameroun a des pilotes qualifiés sur Boeing qui sont au quartier. Mais c'est des étrangers, des occidentaux, des immigrés blancs, parce qu'ici en Afrique, quand c'est un blanc, c'est un expatrié. Quand c'est un noir chez les blancs, c'est un immigré. Mais sachez qu'il y a aussi des immigrés blancs. Immigré, c'est quoi? C'est celui qui n'est pas en règle. Ces blancs qui étaient à Cameroun étaient des immigrés. Ils n'avaient pas de contrat
Donc c'était des immigrés. Ces immigrés donc venaient ici se faire qualifier sur l'avion Boeing avec l'argent du Cameroun. Et comme on dépensait pour eux 18 millions, 15 millions pour qu'ils volent dans les avions du Cameroun. Pendant que les Camerounais déjà qualifiés étaient au quartier. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Et quand vous dites pas que ça c'est la RDPC, ils sont tous opposants. Je vous dis que les opposants sont même plus corrompus. Je sais que je suis un syndicaliste, je suis un combattant et je tiens à ce que cela soit dit. Voilà un pays où l'opposition est plus corrompue que le parti au pouvoir. Je sais de quoi je parle. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que depuis que je me bats, il n'y a pas d'opposants autour de moi? Il y en a qui sont venus me voler des documents et aller, je ne sais pas quel trafic ils vont faire avec les documents. C'est-à-dire que s'il y avait des opposants dans ce pays-ci, on n'en serait pas là. Si on avait de vrais, on n'en a pas. On a des fripouilles. Donc, voilà. Et ça, je tiens à ce que ce soit bien rendu comme je le dis. Les opposants sont la plaie de ce pays. Pour un homme comme moi qui veut que son secteur marche. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Le Cameroun a le droit. Si le Cameroun n'était pas en mesure de posséder une compagnie aérienne, nous l'aurions dit. Il y a des pays voisins, je ne vais pas les citer, qui nous ont consultés pour les aider. Nous leur avons dit franchement, moi je leur dis franchement, je suis un très mauvais consultant, parce que je vous dis que vous ne pouvez pas, c'est pas la peine de me donner de l'argent, puis après ça va choisir que je voulais votre argent. Vous ne pouvez pas. Et quand on a voulu faire FCMAC, quand on est venu me voir, j'ai dit FCMAC ne peut pas marcher, et ça n'a pas marché. Mais le Cameroun, en propre, c'est un petit pays, c'est vrai, mais il y a des pays chanceux. Le Cameroun peut prétendre, peut ambitionner la possession et l'exploitation appropriée d'une compagnie aérienne de niveau. Monsieur Yamoudjon, nous vous remercions d'avoir répondu à notre questionnaire. Merci pour... Je vous remercie également. Ce sont mon seul soutien dans mon combat. Je vous remercie.